Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation que je t'ai faite. Comment vas-tu Rémi ? Ça va très bien, bonsoir à tous et bonsoir François. Merci de l'invitation du coup. Eh ben avec grand plaisir. Donc Rémi qui a beaucoup de casquettes dans le trail, qui ne participe pas à des trails depuis avant-hier, qui faisait du trail même avant que ça s'appelle trail, et qui nous racontera tout son parcours, toute son histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook à regarder, vous pouvez poser dans l'espace commentaire toutes vos questions que vous voulez à Rémi, et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors Rémi, cette émission commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Oui, justement, alors comme tu me posais la question avant l'antenne, ouais, c'est comme je cours depuis très longtemps, on va dire. Donc au tout début, ça ne s'appelait pas trail. Alors moi j'ai commencé par des courses sur route, du cross quand j'étais tout petit, et après des courses sur route. Mais pour un peu cibler ce qu'on va appeler trail, quoi, le premier trail, ça remonte quand même quand je travaillais à La Réunion, mon premier boulot de journaliste sportif, déjà spécialisé course à pied. C'était à La Réunion, à l'île de La Réunion. Et j'ai dû, je pense de mémoire, ça devait être en 89, et j'ai dû accepter un challenge du premier organisateur du Grand Raid de La Réunion, qui m'avait demandé à l'époque, parce que ça ne s'appelait pas Grand Raid, ça s'appelait Marche des Cimes, pour faire de l'historique un peu. Et le premier organisateur, comme il savait que j'étais journaliste, et on se voyait régulièrement dans l'année, il m'avait dit ça serait bien que tu la fasses pour pouvoir raconter un peu comment ça se passe. Sauf que j'étais un peu sportif d'avant, mais j'étais pas un peu armé pour des trucs un peu longs. Donc j'en garde un souvenir épique déjà de la première édition du fameux Grand Raid. Bon, il faisait que 110 km à l'époque, mais ouais. C'était déjà énorme pour l'époque parce qu'on ne connaissait pas du tout. T'imagines, à 89, ouais. On ne connaissait pas des longues distances. C'était vraiment. Donc voilà, ça va être à peu près ça mon Grand Raid. Alors, ça fait un peu romanesque de dire ça comme ça, de raconter ça, mais je pense que ça ne va pas être loin de la première course qui ressemble à un trail, quoi. D'accord, donc avant tu faisais des courses longues sur route quand même, et ton premier trail t'est passé à directement 110 km, surtout qu'à cette époque-là, j'imagine que l'équipement, les connaissances en alimentation, en préparation dénivelé, etc., c'était pas vraiment les connaissances qu'on a maintenant et le matériel qu'on avait. Comment ça se passait du coup à cette époque-là ? Alors le premier en 89, c'était pas, je dirais qu'on n'était pas très nombreux au départ, donc c'était pas vraiment appelé trail, tu vois, c'était pas représenté comme un trail, c'était plus une aventure. Et les gens y allaient plus pour
j'allais pas dire une grande randonnée, mais presque, quoi, tu vois, histoire de partir, tu avais des sacs à dos, comme des sacs à dos maintenant, hein, pas des camelbacks, c'était vraiment des sacs à dos. Et tu partais dans l'aventure, que c'était pas lié vraiment à la course. Alors, il y avait toujours une dizaine de personnes devant qui étaient très rapides et qui étaient issus un peu des courses de montagne, de métropole et même de la Réunion, des routards qu'on appelle, hein, qui faisaient de la route et de la course de montagne, et qui, eux, jouaient un peu la gagne. Après, tout de suite, tu passais les 10 premières places, tu vivais une aventure. C'est une grande aventure. Alors, il n'y avait pas... moi, je me rappelle à l'époque, j'avais, enfin, pour parler de ça précisément, hein, j'avais un petit sac que je m'étais aménagé moi-même, quoi, avec des sangles pour pas faire mal aux épaules, des sangles en mousse. Mais c'est un sac banal, comme tu as un sac que tu amènerais au boulot. Et puis dedans, tu avais une bouteille d'eau, tu avais un truc pour manger. Il n'y avait pas du tout, c'était pas, on est loin de l'époque de maintenant, quoi. C'était vraiment une grande aventure, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, donc ça c'était en 89. Et une fois que tu as accompli ce défi, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit? Je veux recommencer plus rapidement possible, ou c'était un truc de fou, ça, plus jamais? Où est-ce que j'ai mis les pieds? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, alors, à l'époque, tu vois, 89, quand tu reprends par rapport parce que moi j'ai commencé à travailler là-bas à La Réunion. Donc, j'y suis resté 4-5 ans pour le boulot. Et c'était déjà lié à la course à pied. Mais j'étais journaliste sportif au quotidien de La Réunion. Donc, j'y suis resté. Et si je prends maintenant, après, j'ai vu un peu ce qui se faisait après sur la métropole. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses. Le trail, ça n'existait pas. Le mot trail, hein, c'est apparu qu'à 95, on va dire 96, avec le 95, c'était les premières éditions des Templiers. Et le mot trail est apparu qu'après. Donc, même à La Réunion, il y avait ce grand raid, il y avait quelques courses autour de montagne, mais il n'y avait pas le mot trail, il n'y avait pas de trail. Donc, moi, quand j'ai vécu la première, je l'ai faite plus parce que, pour répondre un peu au défi que m'avait lancé l'organisateur de l'époque, pour que je vive de l'intérieur et que je puisse en parler. Mais j'avais pas idée de continuer là-dessus, tu vois. À l'époque, je faisais encore beaucoup de courses. Enfin, quand je faisais des courses, c'était surtout sur route, quoi. Tout ce qui est semi, même pas de montagne, hein, tu vois. C'était plus lié quand même, moi, 10 km semi. Et là, j'avais fait, comme on dit, un coup, quoi, tu vois, un défi. Et puis voilà, je n'étais pas encore lancé là-dedans. Pour après commencer vraiment les trails, moi, en pratique de trail, ça a été beaucoup plus tard. Je dirais même quand je suis revenu en métropole après 95, tu vois. D'accord. Donc pour te dire, c'était pas, on n'en parlait pas encore, hein, c'était pas apparu encore, tu vois. Donc le Grand Raid, ça a été quelque chose d'à part, quoi, tu vois, un peu différent. Alors maintenant, avec des recherches, puisque on va en parler tout à l'heure, mais je suis en train d'écrire un livre un peu sur l'histoire du trail. Quand tu reviens en métropole à cette époque, tu avais une épreuve qui s'appelait le Cross du Mont Blanc, qui est devenu Marathon du Mont Blanc, qui est hyper connu maintenant, hein, c'est une référence, qui a existé, sa première édition, c'était 79. Donc, tu vois, c'était bien avant, mais c'était pas trail, c'était course de montagne. Et pareil, tu avais une course en Alsace, les Crêtes Vosgiennes, qui est née en 76. Pour te dire les deux dates un peu où il y avait déjà des courses qui ressemblaient à des trails, sans avoir le mot trail, qui existait, voilà, avant le Grand Raid de La Réunion. Donc moi, quand je suis revenu en métropole, il n'y avait pas à part ces deux-là, mais bon, c'était très spécifique. Il n'y avait pas de trail encore, hein. C'était que des courses sur route et quelques courses de montagne, évidemment, qui étaient un peu dans le giron de la FFA. Tu avais les crosses, la saison de l'athlétisme, mais tu avais aussi quelques courses de montagne pure et dure. D'accord, ok. Et donc toi, tu es arrivé donc en métropole, tu as découvert qu'il y avait quelques courses comme ça qui se faisaient, tu t'es dit, tiens, moi aussi je vais participer à ces courses-là. Donc en 95, t'as commencé à te renseigner plus précisément sur le trail, et donc tu es passé de la route au trail, ou tu as mixé un petit peu les deux? Ouais, pendant un moment, j'ai mixé les deux, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, alors pour reprendre le truc, la première apparition du mot trail, 95, les Templiers. Gilles Bertrand, qui s'occupait du premier magazine de trail à l'époque, magazine papier, je parlais, il n'y a pas Internet. Donc, le magazine papier, ça remonte, ça fait un peu dinosaure de parler de ça, mais le magazine papier, le premier, ça s'appelait Endurance.
Endurance maintenant qui est devenu Endurance Mag Trail, qui a aussi un site internet. Et il a lancé, parce que Gilles Bertrand était le rédacteur en chef, le patron d'un magazine qui s'appelait VO2 Mag. Et comme il a vu avec les Templiers que ça commençait à prendre, ça commençait à plaire à pas mal de gens, le trail du coup. Il a lancé le mot trail parce qu'il s'était inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais. Le trail, c'est déjà là-bas. Il a lancé le mot et après, c'est rentré dans le vocabulaire de tout le monde. Tout le monde, après, les épreuves se sont appelées trail, quoi. Et moi, du coup, de 95 à 2000, on va dire. À 2000, ça a été assez. 99-2000, ça a été assez une époque charnière pour le trail. Moi, jusqu'à là, je faisais beaucoup de courses sur route. Mais, alors pour te dire, ce qui est quand même assez notable, remarquable, c'est que on n'avait pas l'habitude des longues distances. Sauf le Grand Raid qui était un peu à part, mais bon, c'était à La Réunion. Si tu n'y allais pas, tu ne connaissais pas trop. On n'avait pas l'habitude. Alors, quand tu faisais déjà ici marathon, jusqu'en. Ça a duré longtemps, mais c'était un peu l'épreuve ultime, la distance qui était quand même dure à appréhender, à gérer. Et tu hésitais à aller au-dessus. Donc, quand les Templiers sont apparus en 95, ça faisait 67 km. Et pour beaucoup, c'était déjà un aboutissement, quoi. C'était vraiment, on préparait les Templiers, quoi. Et donc, tu te préservais, en fait, tu faisais des semis, des courses sur route, et tu n'allais jamais très haut, pas au-delà du marathon, quoi. Et souvent, tu préparais ta saison. Beaucoup de trailers de cette époque préparaient, parce que c'était un peu, les Templiers, c'était un peu les championnats de France officieux. Donc, beaucoup se préparaient pour cette date-là. Et il n'y avait pas beaucoup d'autres trails jusqu'à, tu vois, ça a commencé vraiment à fleurir, 98, 99, 2000. Là est apparu, le calendrier a commencé à grossir avec des trails, des petits trails, disons, un peu partout. Et jusqu'à là, tu n'avais pas trop le choix, quoi. Tu faisais les Templiers, tu préparais. Et après, je pense que le charnière, ça a été 99-2000. Là, vraiment, le calendrier trail a commencé à s'étoffer avec d'autres épreuves, quoi. Mais jusqu'à là, bon voilà, moi je me limitais j'ai fait beaucoup de routes, et comme beaucoup, hein, de cross routes, et après, dès qu'il y a plein de trails qui sont apparus, par contre, je me suis mis dedans, j'étais un des premiers à en faire un maximum, quoi. D'accord. Donc ça, c'était en quelle année ça que tu t'es investi dans le trail avec bien plus d'insistance? Dès que ça a commencé à fleurir en métropole, donc je dirais 95 les premiers Templiers, donc 97, 18, 19, là ça a commencé petit à petit à voir. Et après, à l'an 2000, ça a bifurqué, on a commencé à avoir des teams aussi apparaître. Tu sais, les premiers teams, tu avais le team Quechua, tout des Décathlon à l'époque, mais tu avais le team Salomon après qui est apparu, Adidas aussi, qui a été les premiers à un peu aider les Templiers, et puis à proposer un premier challenge national. Et dès que tu passes en 2000, là, ça commence à venir, quoi. On sent que le calendrier, tu peux avoir, en France, 30, 40 épreuves un peu partout. Ça grossit dans toute la métropole. D'accord, ok. Alors, tu vois, c'est vrai que Romain nous dit 67 km, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai que on voit une tendance maintenant à l'augmentation de la distance, toujours plus. C'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'ai encore mes souvenirs, j'ai que 32 ans, mais j'ai encore mes souvenirs d'adolescents où on voyait les personnes qui faisaient des marathons comme des héros. Maintenant, tu dis que tu as fait un marathon le week-end d'avant. Quand tu rentres au boulot, bon, plus personne te prend pour un héros. Comment est-ce que tu vois ça, toi, cette évolution de la discipline, ces augmentations des distances, ces souhaits qu'ont les gens de faire toujours plus? Comment est-ce que tu vois ça? Et il y a plusieurs façons de l'appréhender, en fait. Il y a le côté, j'allais dire, pour beaucoup, on en parlait justement avec un trailer, autrement, c'est pour le livre que j'écris. Et pour beaucoup, c'est une façon de pouvoir dire j'ai terminé quelque chose de conséquent, de costaud, de gros, et c'est toujours une aventure en soi. Mais ça devient plus la notion de finir l'épreuve, tu vois, d'être finisher de l'épreuve, qui fait que ça peut te permettre, toi, d'aller au-delà de ce que tu faisais jusqu'à présent, et peut-être de pouvoir te mettre en avant, de pouvoir dire j'ai fait ça, un peu comme
Alors un héros, c'est bien un grand mot, mais tu vois, un héros des temps modernes, on va dire, quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas banal. Tu sais, quand on parle de, maintenant c'est 160 km, c'est un peu les 100 miles, c'est un peu devenu tu vois, pas une référence, mais quelque chose de, tout le monde en parle, tu vois, de faire les 160 km de la Réunion, les 160 du TMB, c'est devenu une norme, quoi. Et beaucoup de gens, mais ça, c'est une base. Et bien même maintenant, on va bien au-delà. Souvent, tu sais, il y a beaucoup d'épreuves à 200, 230, et il n'y a pas l'air d'avoir de limite. Mais je pense que c'est chacun qui le prend comme un défi, donc comme une façon aussi de pouvoir exister par rapport à d'autres en disant, tiens, j'ai fait ça. Mais il y a peut-être moins la notion de compétition. Tu sais, avant, tu faisais une épreuve comme les Templiers qui fait 70 bornes, qui fait 75 maintenant. Tu avais quand même une notion de toujours faire un chrono, même si le trail, c'était pas lié au chrono. Maintenant, sur des plus longues distances, c'est plus le côté aventure qui a repris le dessus par rapport à ça. Alors, tu vois, il y a deux façons de le voir. Tu as le côté positif qui veut dire que l'aventure est toujours là, et c'est toujours bien de pouvoir vivre des choses comme ça. C'est quand même différent. Tu vois, après, ce qui fait un peu peur, c'est que finalement, on banalise aussi ce côté très long. C'est quand même toujours très dur. Et beaucoup de gens, de plus en plus, ont envie d'essayer de le faire pour pouvoir dire je suis allé au bout, je suis allé finisher de cette épreuve. Et finalement, tu as moins conscience peut-être de toute la préparation qu'il faudrait faire en amont. Il faut faire attention à plein de choses, tu sais. Et ça ne s'invente pas. C'est pas un truc qui est quand même. Tu ne vas pas du jour au lendemain te dire tiens, je vais faire 170 bornes demain sur une course. Et pourtant, on a l'impression que beaucoup négligent pas mal de points d'avant, de préparation, de faire gaffe à plein de choses et se présentent comme ça, sans vraiment être prêt sur des épreuves. Donc, tu vois, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais il y a les deux aspects. Il y a le côté aventure qui est humain, quoi. Tu te dis, je vis une aventure et ça, c'est chouette, pourquoi pas? C'est mieux que de rester chez soi et tu vois, de rien faire. Et quelque part, si tu aimes bien courir ou être dans la nature, c'est génial de pouvoir aller au bout d'un truc très long, d'un ultra. Et à la fois, ça fait toujours un peu peur parce que c'est tellement banalisé que peut-être qu'il y en a plein qui se blessent, qui ne peuvent plus courir après. Il y en a qui ne sont pas préparés et qui finalement sont très déçus et qui le vivent mal. Tu vois, c'est un peu les deux. Ça balance entre les deux, mon cœur. Tu vois, je ne suis pas critique au point de dire c'est pas bien ou c'est bien. J'essaie de voir les deux côtés. Voilà. Non, je rejoins ton analyse sur le côté égo, parce que c'est valorisation de l'ego, en fait, de dire, tiens, ce week-end, enfin, ou dans 3 semaines, je vais à La Réunion, je vais faire la Diagonale des Fous. Bon, bah là, tout de suite, les gens, ils vont te regarder avec des étoiles dans les yeux. Par contre, si tu dis, bon, bah voilà, j'ai fait l'échappée belle, personne connaît cette course, enfin, sauf dans le milieu du trail où tout le monde la connaît, mais quand tu parles dans ton milieu social de gens qui ne pratiquent pas la course, on va te répondre, ah ouais, mais j'ai un copain, il a fait l'UTMB, hein, et puis du coup, toi aussi, tu as envie d'y aller. Du coup, tu te dis, ah, ouais, je fais que l'échappée belle. Alors, lui, il me parle de l'UTMB, faut que j'y aille aussi, faut que je fasse ça aussi. Voilà, il y a ce côté aussi égo de dire, bah si, moi aussi, j'en suis capable d'y arriver à faire ce genre de truc. Donc ouais, je rejoins complètement ton analyse sur le côté j'ai envie de le dire, et puis et complètement aussi d'accord sur le côté on part à l'aventure, hein, finalement, et puis comme toi tu l'as vécu, comme tu nous le racontais au début, exactement. Sur ton premier. C'est la base de la passion pour ça, en fait. C'est que quoi que tu fasses, à quelques périodes que tu sois, tu sais, au début, quand c'était les premiers, les pionniers, et maintenant, ça reste quand même, quand on parle de l'ultra trail, ça reste quand même quelque chose de particulier, de difficile, et que tu le fasses super entraîné, moins entraîné, ou quand tu es dedans, tu sais, tu oublies quand même un peu le reste et tu vis ton truc. Donc, quelque part, ça c'est bien, ça reste, quoi. Ce côté-là ne peut que rester, même au fil des époques. Ça perdure. Après, comme tu dis toi-même, hein, moi, j'ai pas dit le mot égo parce que j'essaie de pas l'employer, mais c'est vrai que c'est quand même la base de ce pourquoi beaucoup peut-être se mettent dedans pour essayer de retrouver après une valorisation par rapport aux autres. Et est-ce que c'est bien ou pas tu peux pas le dire. C'est un peu. En plus, là, on parle de sport, mais c'est quand même très en ce moment. C'est la société qui est un peu faite comme ça aussi. Donc, tu peux pas aller à contre-courant de la société
Sinon, te mettre ermite dans la montagne, et pourquoi pas, hein, mais tu lis pas les trucs. Tu vois, là, dès que tu t'inscris quelque part, ben, tu t'inscris, quoi. C'est-à-dire que tu as un dossard, tu payes, donc tu es dans des règles imposées, et donc tu fais un peu socialement comme tout le monde. Donc, tu peux pas aller après critiquer ce que toi-même tu as décidé de faire. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Alors moi, je trouve que, comme je disais à Serge Moreau on a échangé ensemble pour son interview qu'il m'a fait dans son magazine Esprit Trail, il me disait il me demandait comment est-ce que je voyais ça, et je lui disais que justement, enfin, l'ego, je trouvais pas que c'était négatif comme sentiment, parce que si finalement, bah, cette envie de se dépasser fait sortir les gens de leur canapé, eh ben, allons-y. Après, si c'est vraiment uniquement de se mettre en avant, etc., bon, bah là, il y a quelque chose peut-être de pathologique derrière, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité des trailers qui fassent ça pour ces raisons-là. Donc, au contraire, en fait, si ça force les gens à se bouger, bah, c'est très bien, en fait, d'avoir envie de valoriser son ego pour ces raisons-là. Oui, après, ça, c'est le point vraiment positif, quoi. Après, il faut faire attention quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est le revers de la médaille, c'est qu'il faudrait quand même faire attention à se préparer un petit peu comme il faut, quand même, ou tu vois, un minimum pour pouvoir pas se faire mal, pas finalement faire une dépression parce que tu n'es pas arrivé au truc et que tu te dis j'y arrive pas, et finalement, ben là, c'est l'ego qui en prend un coup, du coup. Tu vois, il faut quand même. Ça ne s'invente pas, c'est pas quand même quelque chose comme tu ferais, tu vas te dire, tiens, je vais faire 5 bornes. Alors, 5 bornes, c'est une base, hein, je dis ça. Et tu vas faire 5 bornes, bon, on imagine que tout le monde peut y arriver. Mais pour certains, il faut déjà s'y mettre, tu vois. Donc, tu vois, l'ego, on peut le placer à plusieurs niveaux. Donc, je pense que moi, après réflexion de longues années, je pense que il faut faire surtout ce que toi, tu as envie de faire, ce que vraiment qui te fait plaisir, ce que ça t'amène quelque chose. Il ne faudrait pas se dire je le fais parce que après, je vais en retirer mon ego va être flatté par ce que les autres pourront dire de ce que j'ai fait. C'est dommage quand même de faire ça que pour des autres. Il faudrait le faire d'abord parce que toi, ça te plaît et que c'est un peu ta passion, ta façon de vivre aussi, ton envie. Et puis voilà, après... après, il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils y ont touché, ils ont envie d'en faire d'autres. Donc, on peut imaginer quand même que tu ne vas pas à chaque fois dire tiens, j'ai refait celle-là, parce qu'au bout d'un moment, ça revient répétitif, mais tu ne vas pas à chaque fois, flatter ton ego sur toujours les mêmes choses. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une évolution de toujours plus, parce que peut-être que les gens ont envie de se dire tiens, je suis capable encore de faire encore mieux ou encore plus long, je ne sais pas. Bah après, pour mon expérience personnelle, au début, quand je commençais à faire des trails de 40-50 km, les gens disaient « Ah, t'es complètement fou ». Après, quand je suis passé à 100, les gens disaient « T'es complètement fou ». Après, quand je suis passé à 120, bah, t'es complètement fou. Et maintenant, quand je fais 50, on me dit plus rien. Donc, donc oui, ça c'est un peu banalisé, quoi. Comme on disait, le fameux marathon, le 42, maintenant, c'est les entraînements de trail pour beaucoup de gens, hein, parce que et en plus, tu mets du dénivelé dedans. Après, tu vas pas forcément aussi vite que marathon, mais tu as fait quand même des sorties. Quand tu fais des sorties de trail 40 km et 2000 de dénivelé, déjà, tu as fait une bonne sortie, quoi. Oui. Et pour beaucoup, maintenant, ça c'est dans le monde un peu du trail, c'est banalisé, quoi. C'est banal. Ça, c'est la sortie presque que tu peux faire de la week-end, tu vois, de base. Donc, à l'époque, c'était pas ça du tout. C'était vraiment... Voilà, c'est exactement. On prend le mot. Ok. Alors, comment est-ce que tu es passé ensuite du trail à finalement faire partir plutôt du côté, on va appeler ça encore plus dans l'aventure, à faire des courses comme la Barclay? On le voit derrière, derrière c'est sur la fameuse barrière jaune de la Barclay. Comment est-ce que tu en es arrivé à t'engager sur des courses comme ça? Oui, alors là, on va dire, c'est encore une autre partie de ma, j'allais dire carrière, mais bon, c'est pas vraiment carrière sportive, j'ai pas été au niveau, hein, mais carrière de vie, c'est que dans ma vie, en fait, j'ai commencé alors course sur route, puis j'ai pris le virage trail dès que c'est apparu en métropole. Et bon, au début, c'était quand même, on était un peu pionniers, précurseurs. Au tout début, j'allais pas dire qu'il n'y avait pas autant de densité dans les trails, tu vois, il y avait un bon niveau quand même sur les premiers, mais c'était pas aussi dense que maintenant. Maintenant,
as un niveau costaud, mais tu as vraiment une densité qui fait que, tu vois, pour les Templiers, par exemple, on parlait de celle-là comme référence. Pour les Templiers, pour se classer maintenant dans les 10 premiers ou 20 premiers, il faut être super costaud en trail. À l'époque, moi, quand je l'ai fait, j'ai dû faire 2002, 3, 4 courir au Templier. Tu vois, j'étais toujours bien placé. Et il y avait moins densité. Tu pouvais accrocher des places pour situer, comme je n'avais pas un niveau extraordinaire quand même. Donc, j'arrivais à sortir mon épingle du jeu. Et ça a été toute ma carrière, on va dire, jusqu'à 2010, 10, 11, 12. Et après, l'âge aidant, avec l'âge, moi, j'ai toujours fait de la route et beaucoup de trail, mais j'ai jamais fait sauf le Grand Raid de la Réunion, qui est l'exception, j'ai jamais fait de longue distance. J'ai jamais fait des ultras. Pour moi, tu vois, même dans mes entraînements, je te dis, hein, je suis resté toujours sur le côté entraînement un peu routard, quoi. C'est-à-dire, je faisais des sorties d'1h30 et j'y allais le soir, je doublais dans la journée. Donc j'ai fait beaucoup de volume, mais jamais des sorties, comme on dit, de 40 bornes, de trail en montagne et tout. C'était pas mon truc. J'étais toujours dans le côté routard et ça m'allait bien, même pour les trails où avec la vitesse, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Et ensuite, quand j'arrivais déjà à une quarantaine d'années, donc en vitesse, tu gagnes plus, tu vois que tu stagnes un peu. Donc, il m'est arrivé, en fait, on va dire, ça m'est tombé un peu dessus, mais le fait d'aller vouloir faire une épreuve ailleurs et un peu aventure, et la Barclay a débarqué dans ma vie. Et à partir de là, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais la première année, j'y suis allé, là-bas, c'était 2014 ou 15 ou 14, enfin la première édition. Et j'étais pas prêt vraiment en ultra, tu vois, sur du long. J'étais pas prêt, j'avais gardé un peu la même façon de m'entraîner qu'avant, sans parler du fait que je connaissais pas du tout le parc à l'époque. Mais bon, à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de renseignements sur l'épreuve, alors que maintenant, c'est hyper, d'aller dire démocratisé, mais c'est hyper connu maintenant. Et à l'époque, tu vois, quand j'y suis allé, j'avais pas encore cette notion d'ultra. Et après, au fil des années maintenant, par rapport à la préparation justement de la Barclay, là, j'ai commencé à faire des sorties beaucoup plus longues et même au fil des années, des trails plus longs, un peu partout dans la saison. Et j'ai fait plein d'autres choses maintenant plus longues et plus près de ce qu'on appelle l'ultra. Et tu vois, ça a été une dernière presque phase de ma carrière ou de ma vie, quelque part, de ma vie de coureur, hein, tout à la fin. Donc, tu vois, je me considérais pas comme un ultra-trailer, parce que j'en ai jamais vraiment fait, sauf peut-être les 7 ou 8 dernières années, aussi 7 dernières années, où j'ai vraiment fait, là, par contre, des trucs, et ça m'a plu énormément, quoi. Il y a des entraînements hyper longs, j'ai fait des challenges même en Angleterre sur des trucs qui s'appellent la Bob Graham, c'est vraiment des trucs très durs et très longs, et moi, ça m'a plu, mais tu vois, c'est devenu comme une autre partie de ma carrière sportive, quoi. Voilà. Ok. Et pour rentrer un petit peu sur la Barclay, je me posais une question. On sait tous maintenant, comme tu le dis, c'est une course qui a été sacrément médiatisée. On sait que c'est un enfer à vivre. Quand on est sous la pluie, quand on est dans les ronces, quand on est dans la forêt, perdu, en train de chercher ses pages, et que ça fait peut-être 24 heures qu'on est là, qu'est-ce qu'on se dit pour continuer à avancer ? Ah oui, alors là, question hyper précise, mais il y a un moment, la Barclay, c'est particulier, tu vois, comment dire, tu vois, à chaque fois là, que j'y suis allé, je le préparais bien comme il faut 3 mois à l'avance, tu vois. Et 3 mois, alors, pour reprendre ce que tu disais avant, c'est vraiment des préparations avec vachement de kilomètres, vachement de dénivelé, ce que j'avais jamais fait avant, quoi. Donc, j'ai fait des trimestres, on va dire, de début d'année. En plus, il fait toujours, tu sais, c'est l'hiver, donc c'est toujours janvier, février, mars où j'accumule les bornes et les dénivelés. Et quand tu arrives là-bas, en fait, comme tu dis, quand tu es dans l'eau et tout, tu essaies d'aller au bout du bout de ce que tu peux, quoi. Alors, c'est particulier parce que tu sais, et surtout moi, à mon niveau, hein, je sais que je ne pourrai jamais aller au bout, parce que les 5 tours, c'est exceptionnel et ça reste quand même des gars très très costauds qui y arrivent. Et alors donc tu pars en sachant que tu vas pas le terminer,
mais que tu vas tu vas tout donner, que tu vas faire le max que tu peux pour aller le plus loin possible. Donc cette question que tu dis, à un moment donné, tu es sous la pluie, c'est vrai que tu as les ronces et tout, tu te poses pas la question, tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux, et quand tu peux plus, ben voilà, tu stops, parce que quand tu reviens à la barrière, tu n'es plus dans les délais, ou tu vois, tu peux plus continuer, ou parce que tu es au bout de ce que toi tu peux donner en force. Donc c'est très, par rapport à des ultras ordinaires ou normaux, où tu sais que tu peux quand même arriver au bout, tu es censé pouvoir arriver au bout, même si tu es mal à un moment donné, tu arrêtes un peu, tu marchouilles, quoi, tu marches, et tu sais que tu vas le faire, même si c'est 2 jours ou 3 jours, parce qu'il y a souvent des délais qui peuvent permettre d'être un peu plus en delà, en fait. Là, tu peux pas, quoi. Tu sais que l'horloge tourne, et que si tu t'arrêtes trop, ou si tu perds du temps, ou si tu marches, enfin tu marches là-bas, mais si tu marches trop lentement, tu pourras pas y aller, quoi. Donc voilà, sans parler de chercher les bouquins, que des fois, même si tu sais à peu près où il est, et que tu es plusieurs à chercher, bon, s'il fait vraiment mauvais, c'est qu'il y a du brouillard et tout, que tu vois plus rien, même comme c'est pas vraiment de l'orientation, donc même à un moment, tu peux péter les plombs sur un bouquin, et là tu perds du temps, quoi. Donc, voilà, alors, tu dis c'est pas vraiment de l'orientation? Pour moi, oui, alors, ouais, ça fait toujours, ça fait toujours polémiquer quand on parle de la Barclay, tu sais, sur les réseaux, quand il y a qui pose des questions. C'est de l'orientation, au sens où tu as une carte très sommaire du parc, une carte que tu as en vente à l'entrée du parc, et c'est une carte un peu touriste, tu sais, de vacances. Tu n'as pas tout qui est marqué dessus, c'est vraiment des points principaux, et tu as ça, et tu as ta boussole. Et après, à toi de t'orienter avec la boussole pour aller, parce que c'est du hors-sentier, donc tu vas vers l'endroit où tu sais où il y a le bouquin. Mais quand je dis que c'est pas l'orientation, c'est que c'est pas un truc précis. Si t'as pas comme tu fais des cours d'orientation, où tu as exactement, je sais pas comment on dit là, les points, où tu as 7, truc, le point, et tu vois ta boussole, tu vas pile tomber sur l'endroit. Ouais. Et tu sais qu'à l'endroit précis, là où si tu es bon en orientation, mais tu vas y aller précisément dessus. Là, c'est pas ça. C'est que tu sais que tu vas aller avec ta boussole vers la direction qui t'amène sur la zone, et tu vas être à peu près dans la zone, mais la zone, souvent la zone, quand lui il met sa croix là sur la carte, une croix comme ça qui fait, tu sais, au gros feutre. Mais la zone, en gros, ça peut être 3 ou 4 terrains de foot, tu sais. Comme, tu vois, ça c'est la zone, tu vois, ça te fait une superficie immense. Et là-bas, tout se ressemble, tout avec mais comme tu as la photo derrière, c'est que des forêts de trucs comme ça, un peu glauques, divers, quoi. Et tout se ressemble. Donc, quand tu es sur la zone, tu sais que tu y es, mais il faut encore trouver l'endroit où est le bouquin, quoi. Donc, c'est pas de l'orientation pure et dure. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tu t'orientes, mais c'est pas des cours d'orientation, quoi. Ouais, puis une fois que tu es sur la zone, c'est à toi de chercher, et puis... Voilà. Et là, il te donne un petit bouquin la veille de la course, où il y a des instructions, le livre d'instructions. Et là, donc c'est très galère, hein, quand tu arrives la première fois, c'est qu'il te parle de choses, mais plus pour te perdre que pour t'orienter vers la bonne direction, quoi. C'est-à-dire qu'il va te dire, par expérience, tu vois, il va te dire tous les arbres se ressemblent dans la zone, il va te dire celui-là, il ressemble à une fleur de, je sais pas quoi, s'il est un peu poète en plus, donc il va te faire un poème sur un truc, et à toi après d'imaginer ce qu'il a voulu dire, pour que tu puisses savoir comment est l'arbre en question, où est caché le bouquin qui est dessous. Donc c'est très très dur. Et puis des fois, il va te mettre, tu vois, le petit bouquin d'instruction, il fait 10 pages, il va te mettre toute une page sur une description d'un truc qui devant toi fait 10 mètres, tu vois. Alors tu te dis pourquoi sur 10 mètres, tu as tout un paragraphe, alors qu'il va te mettre derrière 3 lignes pour un truc qui fait 10 km, quoi. Donc c'est très paumatoire. C'est vraiment le truc où il faut avoir l'habitude de comment il écrit, et lui, ce qu'il cherche, c'est surtout à te paumer, plutôt qu'à vraiment te dire où est le livre, quoi. Ça reste une des difficultés principales, c'est quand même ça à la Barclay, quoi. Ça a l'air d'être quand même un sacré personnage, ce Laz. Oui, alors après... le personnage médiatique aussi, mais... ouais, voilà, ouais, après, il joue un peu de ça, tu vois, c'est son côté un peu acteur de jouer. Quand il y a la Barclay, il est quand même
un autre personnage. C'est plus le Laz qu'on connaît. Parce que moi, tu sais, quand j'ai participé 2 fois et après, il est venu chez moi à la maison ici où j'habite, c'est un petit village. Je l'avais invité et donc j'ai pu voir comment, même si je ne parle pas hyper bien anglais, j'ai fait des efforts pour arriver quand même à communiquer et tout. Et j'ai pu voir comment il est en réalité. Et c'est quelqu'un de hyper humain. Il adore l'histoire des monuments, l'histoire de la pierre. Tu sais, dans les villages où je suis allé, il adorait ça. Et il adore raconter des histoires parce qu'il écrit des bouquins. Hein. Donc il est très, très à l'écoute des histoires, ce que tu racontes, des histoires des autres. Il est très humain. Hein. C'est vraiment, comme je dis, un humaniste. Et après, bon, quand je vois qu'il y en a certains qui arrivent à le critiquer un peu parce qu'ils disent qu'il en fait trop, tout. Bon, voilà, après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le mec, on peut pas lui enlever qu'il a créé certaines épreuves qui sont. Il a fallu avoir l'imagination pour arriver à sortir certaines épreuves comme ça et qui maintenant attirent beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'on parle de la Barclay, mais tu sais, il y a la backyard aussi. Je sais pas si tu as. Ça vient aussi de son imagination, hein, tu vois. Pourquoi faire un tour, c'est qui fait 6,7 mètres toutes les heures. Et tu vois finalement, c'est pile poil ce qu'il faut pour tenir, mais arriver à craquer à un bout d'un moment. Tu vois, il a quand même trouvé le bon compromis. Oui, parce qu'il a son personnage médiatique. Bon, forcément, quand tu arrives à ce niveau de célébrité, même sans arriver à ce niveau de célébrité-là, il y a forcément des gens qui vont t'apprécier, d'autres pas du tout, qui vont t'adorer, qui vont te détester. Ça va avec la célébrité ou la médiatisation, surtout sur Internet, ça va très vite. Mais c'est avant tout un passionné de course à pied. Il est encore un ancien coureur. Oui, il a traversé les États-Unis de long en large à travers de tous les sens. Il a fait des longues distances. Donc avant tout, et puis il continue en marchant, mais il continue. C'est avant tout un grand passionné. Et après, tu vois, il a quand même mis longtemps avant d'être connu finalement, parce que la Barclay, ça fait 34 ans qu'elle existe. Et il n'y a que 10 ans, même pas, qu'elle est connue internationalement, on va dire. Même pas 10 ans, hein, c'est plutôt 6-7 ans. Et pendant 20 ans, la Barclay, c'était entre Américains et souvent c'était assez petit comme tribu, je veux dire, tu vois. Donc lui, il a vécu là-dessus sans être forcément hyper connu, si ce n'est des spécialistes américains, ou comme il avait quand même créé une autre course avant, donc tu vois, il était connu un peu depuis longtemps là-bas. Mais après, en France, ça fait pas très très longtemps. Donc il joue là-dessus. Après, tu vois, pour te dire, j'ai entendu aussi que bon, il y a des personnes, enfin, il y a une personne qui le traitait de sexiste, parce que souvent, dans son règlement, il place comme un peu rigolo le fait de dire, la fun run, c'est 3 tours. Et 3 tours, c'est déjà énorme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, pratiquement peu de monde y arrive. Et il disait que c'était pour les mauviettes, les enfants et les femmes. Et il y en a qui disaient, ah ouais, il est sexiste de dire les femmes, alors que c'est vraiment sa façon à lui d'être en décalé par rapport à son épreuve, tu sais, et quand tu connais l'homme en plus qui n'est pas du tout sexiste, vraiment, il a un respect pour les femmes, et quand tu connais surtout sa femme qui est venue aussi, c'est vraiment tout à l'opposé de ça. Mais pourtant, tu vois, voilà, après c'est sur des petits détails, il y en a qui les prennent et qui les mettent en avant voilà. Bon, après, maintenant il est hyper connu, alors peut-être que être connu, il y a les bons et les mauvais côtés. Bien sûr, évidemment, ça va te perdre malheureusement. Alors, comme je disais au tout début de l'émission, tout le monde peut poser ses questions, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Il y a Myriam qui nous demande, donc forcément on a parlé donc de la Barclay, donc ton ressenti, on l'a déjà eu un petit peu, mais quelle a été pour toi l'année la plus difficile? Oui, alors c'est facile, on va dire, parce que je suis allé une poignée de fois, et la plus dure, en fait, ça a été lié, alors je ne te dis pas l'année ça va être 2017. Alors attends, je confonds parce qu'avec le Covid en plus, il y a les à côté. Mais ça va être 2017, juste parce que il a donné le départ, et c'est la seule fois où je l'ai faite, où il a donné à 1h30 du matin, 1h30 du matin, 1h27, ou un truc comme ça. Donc il nous avait réveillés, tu sais, avec la corne
fameux coquillage, la conque, il souffle dedans. Il nous a réveillés à minuit 37. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Mais surtout, à ce moment-là, il faisait hyper mauvais. C'est-à-dire que quand on est parti, on était au sec, c'était pas la pluie. Mais dès que tu montais un peu, et là, on commence et on monte, quoi. Et dès que tu montais, il y avait du brouillard, mais un brouillard à couper au couteau, tu vois, hyper humide, le brouillard. Et là, on est partis tous ensemble, assez vite, parce que ça part toujours un peu vite, parce qu'il y en a toujours un ou deux devant qui sont très bons, ceux qui vont aller au bout, qui veulent un peu s'extirper, tu sais, pour pas être un peu dans la foule, dans le fouillis, et puis se libérer un peu du stress du départ. Donc, c'est parti à fond. On a fait la montée comme ça. Et au premier bouquin, qui devait être soi-disant, parce qu'il y en a toujours qui connaissent un peu le premier bouquin, tu vois, et qui devait être soi-disant facile à trouver, et bien tout le monde est un peu dans l'affolement, tout le monde s'est un peu planté. Et ça cherchait dans tous les sens, tout le monde allait dans tous les côtés. Alors quand je dis tout le monde, on n'est que 40. Mais là, on était tous ensemble 40 qui partaient, qui allaient, jusqu'à qu'on s'est tous allés dans un coin, on s'est tous bourrés. Et tout le monde a commencé à avoir un peu peur de se dire, tiens, tu vois, on n'est pas déjà si déjà on se gourre sur le premier et qu'on n'est pas dans les temps, t'imagines, tu viens de démarrer le truc, c'est censé durer 3 jours, et on va tous de l'autre côté, et avec ce brouillard où tu ne voyais rien. Et moi, du coup, là, je me retrouve, au lieu de pouvoir suivre, comme je fais d'habitude, un bon petit groupe et avec un niveau pas mal pour essayer de tirer mon épingle du jeu sur le premier tour. Et là, tout de suite, je suis largué, je me retrouve plus à l'arrière du truc, sans pouvoir rien faire, en fait. Et on fait alors, tu arrives en haut du truc, on prend les bouquins, du coup, avec du retard, et on descend, on dévale un truc, et là, je me retrouve avec un gars hyper connu, mais c'était sa première Barclay, il s'appelle Michael Vardian. C'est un Américain qui fait beaucoup de marathons, mais très très bon en marathon. Je crois qu'il va être à 2,22 ou 21, mais il en a fait, je sais pas combien d'affilées, il a surtout un record de nombre de marathons d'affilée. Enfin, il est hyper connu, Michael Vardian, et je me retrouve avec lui. Donc je sais qui il est, tu sais, je me dis, bon, on va faire un petit bout. Sauf que première Barclay, mais il est aussi peu doué que moi pour l'orientation, on va dire. Donc on se retrouve tous les deux à galérer. On a galéré toute la journée ensemble, quoi. Vraiment, on était vraiment à l'arrière. Et c'est la seule fois où j'arrive à la barrière jaune, là, qui est derrière en photo, où j'arrive avec un peu de retard. Donc bloqué dès le premier tour. Et en 5 participations, c'est la seule fois. Tout ça parce que le départ s'est passé de façon catastrophique et chaotique. Et que tous les deux ensemble, on n'a pas pu se démerder à trouver assez vite les bouquins pour. Après, on a retrouvé 2 autres personnes ensemble. On était un groupe de 4, avec une fille aussi qui est assez connue, américaine. Et voilà, on est arrivé trop tard. Je crois que ça se joue à une demi-heure près. Mais bon, trop tard, quoi. Une fois que tu as toutes les pages, mais que c'était assez épique parce que même je m'en souviens, il y avait ce départ et tout, et puis à un moment donné, bon, tu sais que ça va être vraiment en galère. Et à un moment donné, on fait une erreur d'orientation sur j'allais dire, un truc qui devait aller tout droit dans le sud. On se trompe un peu. Et le seul moment du parc où tu traverses une route, et la route, je la connaissais bien à force de la faire, même en voiture et tout. C'est une route où il n'y a pas beaucoup de passages. C'est vraiment une route paumée, quoi. Mais quand même du bitume. Et là, la fois où on arrive là, on arrive à un endroit, pourtant la route, je l'avais pris plein de fois, hein, mais à un endroit complètement à l'opposé de là où on devait être, c'est dans un petit village, quelques baraquements. Et là, je me dis, putain, on est là, quoi. Et on a dû faire 3 ou 4 km de route pour revenir sur l'endroit de la route où on aurait dû traverser, juste pour avoir le truc de traverser la route. Et là, tu te dis, bon, mais c'est bon, quoi. On va pas arriver dans les temps, c'est clair. Après, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, il ne restait pas beaucoup à la fin, mais la demi-heure, voilà, c'était celle qui a été la plus dure pour ça, en tout cas, pour ça. Parce que quand tu y vas et que tu fais juste, même pas un tour, quoi, tu termines un au-delà, c'est quand même. C'est dur. Un tour en combien de temps? Alors, le tour que tu dois faire, tu as. En fait, c'est particulier parce que tu as 12 heures, alors de mémoire, 12 heures pour faire le tour. 12 heures. Et si tu veux le faire, si tu veux enchaîner jusqu'au 5, tu as à chaque fois 12 heures. Mais si tu es à 12 heures, un peu plus, tu as quand même une marge d'accepter pour pouvoir faire la fin des 3 tours. Donc si tu arrives à. Parce qu'il te laisse, tu vois, 12 heures, ça fait 36 heures les 3 tours.
mais lui, il te laisse 40 heures pour faire la fun run. Ok. Donc, tu vois, ça te fait une marge de... Le premier tour, si tu arrives en 13h20, tu peux passer encore, quoi, juste. 13h20, parce que 1h20 par 3, ça fait les 4 heures que tu as en plus. Donc, ça fait 12 heures. Si tu arrives 12h30, eh ben, tu bascules, tu vas chercher tu vas essayer de faire 3 tours de la fun run. Voilà. Après, 13h20, là, tu peux plus. Au-dessus, ben, nous, avec Michael, on avait fait 13h40, tu vois, un truc comme ça, de mémoire. Donc, c'était même impossible de continuer. Je pose la question parce que comme tu le racontes en 5 minutes, on a l'impression que c'est un truc qui se passe en 2-3 heures, alors que non, c'est quand même quelque chose d'intense, de long et oui, tout à fait. Mais tu vois là, de l'ampleur de la difficulté. Quoi. Le passage de la route, là, que je te dis, comme c'est à l'opposé du départ, ben déjà, on était, je crois, en 6-7 heures pour arriver à ce point-là. Pour te dire, tu vois, là, ouais, c'est très long. Après, puisqu'on part de la Barclay, mais le tour, en fait, je pense, c'est parce que lui, il annonce toujours 100 miles, mais, parce que c'était ce qu'il faisait au début, mais il a tellement modifié, allongé, que le tour doit faire dans les 40, tu vois, avec l'expérience du trail, on va dire, je dirais 42 bornes, et tu es dans les, pas 4000, mais 3600 mètres de dénive, tu vois, sur le tour, pour te donner une ordre d'idée. Par contre, ça, c'est quand tu ne cherches pas, quoi, le bouquin. Dès que tu cherches un peu, ou que tu te paumes sur un petit truc, là, tout de suite, tu rajoutes. Donc, tu vois, avec Michael, par exemple, on avait dû faire, à la louche, je pense qu'on avait dû faire 55 bornes, quoi, tu vois, sur un truc. Donc, c'est évident qu'on arrive avec du retard, mais en plus, en perdant du temps, on a traversé une rivière de folie. Enfin bon, c'était galère. Mais c'est le tour, tu vois pour situer ceux qui terminent, hein, ceux qui arrivent au bout, les 5 tours, ils ne sont pas nombreux. Mais ça te fait quand même au moins 200 bornes et pas loin de 20 000 mètres de dénive, quoi, quand même. Donc, tu vois, ça te situe le. Et puis sur un terrain qui est impraticable. Voilà, exactement. Il y a vraiment. Alors, c'est pas tout impraticable, mais il y a énormément de hors-sentier. Et le hors-sentier représente trois quarts du truc, quoi. Donc, c'est la barque, c'est malin. Voilà. Alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, et Raphaël nous demande que retiens-tu de ton expérience de la backyard? Ah ouais, là, on passe du coq à l'âne. Il y a le seul lien, c'est l'âne. C'est le principe. C'est le principe. Ouais, tout à fait. Là, non. Alors là, pour moi, ça a été. Il y a deux choses comme ça qui viennent à chaud. La première, c'est que c'était un dossard, tu vois, et dans l'année Covid, il n'y a pas eu beaucoup de dossards. Et ça s'est joué à rien que ce ne soit pas annulé, tu vois, à une semaine près, on n'aurait pas pu la faire. Donc, moi, déjà, rien que sur ça, j'étais content, tu vois, d'y être. D'accord. Après, ben, c'était pas du tout mon truc, quoi. C'est tout plat, tu as un tour comme ça, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, comme Laz l'organisait depuis quelques années chez lui, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'aller une fois chez lui, mais quand je dis chez lui, c'est dans son jardin, tu vois, Laz. Et je m'étais dit, pourquoi pas une fois aller le voir, essayer de le faire. Donc voilà, c'était un peu en arrière-pensée, tu vois, que je le gardais dans un truc de ma tête, dans le coin de ma tête. Et là, comme cette année, il n'y avait pas beaucoup d'épreuves, comme j'étais inscrit au garage de la Réunion, et que ça s'est annulé, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et tout, j'ai cherché. Et il y avait la backyard organisée en France par Benoît Laval, qui a fait plusieurs Barclay aussi. Et je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion peut-être d'aller le voir. Donc, je branche Benoît et il me dit, bah, inscris-toi à la backyard, parce qu'il y avait une backyard traditionnelle, celle qu'il organise, qui était en novembre, qui a été annulée, celle-là. Et il y avait la backyard, la fameuse, entre guillemets, championnat du monde de backyard. Parce que là, personne ne pouvait aller chez lui, il a décidé de réunir toutes les manches organisées à travers le monde de backyard. Il y en a quand même 25. À travers le monde, il a dit on va faire tout le monde au même endroit, au même moment, tout le monde en direct sur Internet, et tout le monde va le faire à la même heure, au même jour. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai tenté le coup sur celle-là, parce qu'il restait 2-3 places dans la sélection, et Benoît m'a dit, vas-y, on cherche du monde encore, vas-y, viens. Donc voilà, j'étais content à ce côté-là de pouvoir la faire. Après, comme je te disais, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien le dénivelé quand même, tu vois. J'aime bien que ça monte, j'aime bien plus les côtés montagne un peu dur. Donc là, tout plat, avec un truc que j'ai jamais fait,
Donc, je me suis préparé du mieux que j'ai pu dans le temps qui restait, parce moi, je l'ai su que j'y allais qu'un mois avant, 5 semaines, et j'étais pas vraiment prêt pour ça. Donc, j'ai essayé de faire quelques expériences, des tours près de chez moi. Je me suis dessiné un tour de 6,7 km et j'ai fait 12 heures de nuit, toute la nuit, une fois pour voir. Et donc après, qu'est-ce que je retiens? Alors, pour répondre précisément à la question, qu'est-ce que je retiens de ça? Content, parce que j'étais à peu près dans les objectifs que je m'étais fixés. J'ai fait 26, et moi je m'étais dit qu'il fallait absolument faire plus de 24 pour pouvoir assurer le coup un peu dans la sélection, pour ne pas être trop ridicule. Et maintenant, à la fois, ça laisse un peu, tu vois, tu as envie presque de le refaire, de retenter, mieux préparer, voir les choses différemment, avoir quelqu'un qui m'aiderait au niveau assistance, parce que moi j'étais tout seul là-bas, et pouvoir gérer un peu, parce que j'avais une blessure comment on dit, sous la hanche, là, sous l'aine. Et si quelqu'un m'avait massé, je pense que ça aurait pu passer à un moment donné, alors que j'ai souffert trop tôt dans l'épreuve pour aller plus loin. Enfin bon, voilà, je pense que ça se retente, quoi. Ça se revit au moins une fois pour essayer d'aller un peu mieux, quoi. Après, c'est particulier, hein, c'est quand même une épreuve. Et alors, pour quelqu'un qui voudrait la faire, à tout hasard, moi, il se peut que je fasse ça en 2021. Qu'est-ce que tu recommandes? Plutôt partir sur un rythme soutenu et te mettre, par exemple, un quart d'heure de pause à chaque fois, ou essayer d'être au plus juste et de ne pas t'arrêter? Ouais, c'est la question qui revient tout le temps et que je me posais beaucoup avant, quoi, en fait. Tu vois, avant de le faire. C'est pour ça que j'ai testé. L'idéal, en fait, c'est quand même de tester, je pense, au moins 12 heures. Pour voir si tu arrives à rien, si tu passes bien, tu vois. Parce que 12 heures, tu vas voir, c'est déjà les dernières heures, tu vois, c'est quand même, c'est pas rien, quoi, 12 heures. Hein, t'es au-delà de 70 bornes. Et ça te permet de te gérer, quoi, de te voir comment tu réagis, justement, au temps de récup. Alors, sauf que quand tu fais 12 heures, tu sais que tu vas les faire, parce que bon, si tu es un peu entraîné, tu vas sûrement arriver au bout. Et du coup, tu vas peut-être tendance à aller un peu vite, tu vois, sur les zones. Donc, tu vas avoir un peu plus de temps pour récupérer. Mais quand tu es sur place, que tu sais que tu es obligé d'aller le plus loin que tu peux, donc je pense que quand même, et beaucoup se recoupent là-dessus, c'est que 50 minutes, tu vois, 50 minutes, c'est bien. Ça te permet d'aller lentement. Tu vois, 50, 51, 52. C'est quand même très lent pour quelqu'un qui a l'habitude de courir, je dis. Et à la fois, ça te laisse une petite marge de presque 10 minutes pour pouvoir à la fois manger un peu, te reposer et redémarrer. Donc, ça paraît la bonne cadence, sauf que, tu vois, souvent, il y en a certains qui arrivaient à accélérer sur un coup. Tu vois, 5-6 heures, tu accélères un coup sur une fois pour pouvoir, je sais pas, prévoir un ravito un peu plus costaud, vraiment prendre du temps pour manger des pâtes, ou alors faire un micro-sommeil, quoi. Si tu fais le tour, tu le fais en 40 minutes, ce qui est déjà beaucoup plus rapide. 20 minutes, ça te laisse le temps de fermer les yeux, tu vois, 10 minutes, un quart d'heure, bien, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est la bonne solution. Après, on fait ce qu'on peut. C'est toujours pareil, c'est vraiment quand tu le fais que tu vois comment tu réagis. Oui, c'est sûr qu'après, il y a toujours le plan, il y a ce qui est prévu, et puis il y a ce qui se passe en réalité, et puis ce qu'on vit, et puis voilà, c'est ça, on s'adapte après. Après, souvent comme c'est toujours le même parcours, et tu as tendance à avoir des blessures que tu connaissais pas, en fait, tu vois, des trucs qui te font mal, que tu t'attendais pas que ce soit ça, quoi. Et ça, tu peux pas le savoir, en fait, à l'avance, quoi. Il y a des trucs où moi, j'ai eu mal, là, la douleur, je n'avais jamais eu, quoi. Et même quand je me suis entraîné 12 heures, je me suis dit, bon, 12 heures, c'est bon, j'ai pas mal, ça va, tout va bien. Et le truc, c'est arrivé au 13e, 14e heure. Alors, est-ce que c'est les mauvaises godasses au mauvais moment, parce que j'ai changé 2 fois, ou est-ce que ça devait arriver de toute façon? C'est pas évident, hein, parce que c'est pas un truc, tu vois, quand tu fais du trail en montagne, ben, tu montes, tu descends, tu n'as pas la même foulée tout le temps. Là, c'est tout le temps la même foulée, un peu la même cadence. Et au bout d'un moment, ça tue. Ben, c'est un peu comme le 24 heures, c'est quand tu fais un 24 heures sous piste, comme a fait Kylian.
Pareil qu'il a fait ça, ouais. J'ai entendu ça vaguement. Ouais, c'est sûr, vaguement. Il y a toujours des douleurs qui arrivent, tu sais pas d'où elles viennent. Mais voilà, c'est lié au fait de tourner sur une piste. Et là, c'est pareil, c'est un petit parcours. Donc, au bout d'un moment, tu as toujours la même cadence, toujours. Quelque chose qui. Non, c'est bon, on t'entend bien. D'accord, ok. Pas de Voilà. Ok, super. Alors, on a parlé de ton histoire, on a parlé de ta progression vers le trail, on a parlé de ta progression vers la Barclay, on a parlé de la backyard, et tout ça, mis bout à bout, ça t'a fait rencontrer plein de gens, fait plein de rencontres, vu plein de paysages différents, un petit peu partout dans le monde, et tu as décidé de raconter toutes ces histoires dans un bouquin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre et nous faire envie pour le précommander? Parce que si j'ai bien compris, on peut le précommander jusqu'au 31 décembre et le voir peu de temps après, j'imagine. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Exactement. Mais ça, en fait, c'est... puisqu'on a parlé un peu de mon début, tu sais, Grand Raid de la Réunion au début et tout, c'est une idée que j'ai depuis un bon moment, parce que j'ai suivi, bon an mal an, j'ai suivi l'évolution du trail, c'est depuis le début, quoi, en métropole. Et donc, je me suis toujours dit, avec tout ce que j'ai vu, et j'en ai couru beaucoup de trail, en fait, tu sais, j'ai presque tout couru en métropole et aussi aux quatre coins du monde. Et surtout, sur quand même, au fil des ans, c'est sur une grande période quand même de 3 décennies au moins. Donc je me suis dit, ça serait bien de pouvoir le raconter, mais pas de le raconter de façon historique ni exhaustive. Je ne veux pas parler de tout le monde, de dire tout ce qu'il y a eu, de toutes les dates, toutes les courses, tous les coureurs. Non, c'était essayer, moi, par rapport à un peu mon vécu personnel, tu sais, par rapport aux gens que j'ai côtoyés, pouvoir dire à un moment donné, suivre au fil de toute l'évolution du trail, pouvoir interroger ceux que je pense qui ont marqué l'histoire du trail. Alors, par rapport à aussi bien des coureurs, des trailers, des femmes et des hommes, des organisateurs aussi, avec des organisations de courses, celles qui ont marqué. Alors, j'en ai parlé, mais j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, entre le marathon du Mont Blanc qui était une des premières, les crêtes vosgiennes qui étaient une des premières, qu'on n'appelait pas trail, il y a eu les Templiers, il y a eu le Grand Raid de la Réunion, et après, il y en a plein d'autres comme ça, qui ont marqué à leur manière l'histoire du trail. Ben, notamment, tiens, avant de continuer, tu parlais de l'échappée belle. L'échappée belle, je l'ai quand même. Pourtant, c'est la plus récente que j'ai interrogée, dont j'ai parlé. Mais je trouve qu'elle a pris tellement d'ampleur et a une réputation telle maintenant, c'est de difficulté et de technicité, qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent, qui en parlent, et souvent en disant, il faut que je la fasse, celle-là, elle est vraiment énorme. Et puis elle est magnifique. Je me suis dit, je vais quand même la mettre, même si j'ai réfléchi, parce que ça fait pas longtemps qu'elle existe, ça fait pas 10 ans, quoi. Et toutes les autres sont quand même beaucoup plus vieilles, ont vraiment une assise dans le calendrier. Celle-là, non. Mais c'était la seule, tu vois, pour faire une aparté. Et du coup, une fois que j'ai interrogé des trailers, des organisateurs, et aussi des gens qui gravitent autour du trail, des entraîneurs, des animateurs, des speakers, journalistes, photographes, j'ai fait parler plein de gens. Et j'essaie à chaque fois de faire ressortir quelques anecdotes ou quelques petites histoires qui auraient marqué les personnes que j'interroge, tu sais, à travers leur vécu, leur carrière, leur passé aussi, selon l'âge qu'ils ont. Et chacun me raconte qu'est-ce qu'il a marqué, pourquoi ce moment-là plutôt que celui-là. Et il y a des trucs qui sont tristes, rigolos, ou décalés, ou émouvants. Tout est mélangé. Et j'ai envie, moi j'aimerais bien qu'une fois que tu as tout lu, tu as plein de petites histoires qui finalement dressent l'histoire du trail en entier, tu vois, par son côté global, mais pas quelque chose avec beaucoup de chiffres ou beaucoup de détails et tout. Non, c'est que des histoires personnelles de gens. Mais forcément, quand tu as lu, tu auras vraiment plongé dans quand même toute l'histoire de ce qui s'est passé dans le train, quoi. D'accord. Donc voilà, après, tu vois bien, le problème que j'ai à ce moment, c'est parce que j'ai presque fini là, c'est d'arrêter, quoi, tu vois, de me dire, bon là, il faut que j'arrête, parce que
tu vois, à chaque fois, là j'interrogeais, comment il s'appelle, je sais pas si ça te dire, c'est un Christophe Mallardet, c'est un Breton qui a marqué l'histoire du trail, qui a très bien marché au Templiers notamment. Il a fait 2 fois deuxième, et il a gagné plein de courses. Et c'est un des meilleurs trailers bretons qui ait jamais eu, tu sais, quoi, qui ne sont pas très nombreux, à très bon niveau. Et lui, il a marqué. Donc, j'ai interrogé et tout, je le connais d'avant. Et du coup, il me disait, on parlait, tu vois, comme ça, on me disait, tiens, tu as interrogé Gilles Dil. Alors, je ne sais pas si tu connais Gilles Dil, de nom. C'est un trailer qui a gagné le Grand Raid de la Réunion. Dans les débuts, c'est le premier, un des premiers métropolitains à avoir gagné le Grand Raid. Il était ex-aequo avec un Réunionnais qui s'appelle Thierry Técher. Et c'est vrai que le gars, Gilles Dil, c'était aussi un très haut niveau athlète sur les équipes de France, 200 km. Il a été très très bon, il a été qualifié mondiaux et tout. Et en plus, il a fait du trail derrière, tu vois, à aussi très bon niveau. Il a quand même fait 3e au Marathon des Sables, tu vois, pour te situer. Et le gars, c'est vraiment. Et je me suis dit, ah ouais, celui-là, c'est vrai que plus je le connais. Et c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas noté. Il faut quand même que je l'interroge aussi. Et pareil, hier, je parlais avec un autre qui me dit, et peut-être que lui, tu devrais. Et tu vois, finalement, j'arrête jamais, quoi. Donc je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de gens. Tu sais, le trail, ça a quand même, comme je disais tout à l'heure, ça a facilement 30 ans, quoi. Grosso modo, même si tu le situes à 95, Templiers, ça fait 25 ans. Il y en avait un peu avant. Donc on peut dire une trentaine d'années facile, quoi, tu vois. Donc des gens, il y en a des gens qui ont marqué un peu à leur manière l'histoire. Donc moi, surtout là, il faut que j'arrête. Et là, je suis quasi, tu vois, il doit me rester peut-être 4 ou 5 papiers à écrire. Je pense que déjà, je vais être à 220, 230 pages, tu vois. Donc il faut. Après, j'essaie de trouver des photos qui vont bien avec, c'est pour bien illustrer, alors de celles que moi ou Christelle, ma compagne, hein, qui fait des photos, a fait au fil des ans, mais aussi de certains photographes qui ont joué le jeu et à qui j'ai demandé, que je connaissais, c'est qui m'ont dit, tiens, que je mets en avant, et peut-être qu'ils me donnent une image, une photo, qui les a marqués, la photo, parce que ce jour-là, il s'est passé un truc. Pour prendre la photo, tu vois, et donc je raconte pourquoi. Et là c'est chouette, ça, parce que la photo, elle est magnifique, par exemple, je pense à une ou deux. Je pense que tu connais Alex Iberg. Oui, bien sûr. Qui a sorti le bouquin il n'y a pas longtemps, le fameux bouquin d'ailleurs, le bouquin, bon, on parle de la Barclay, mais sur les finisseurs de la Barclay, il est vraiment très très bon, le bouquin. C'est un truc qui fait 300 pages, et il est magnifique dans la façon de concevoir le bouquin, tu vois, déjà, rien qu'au niveau physique, il est vraiment bien fait, et le contenu est vraiment... Alors, tu vois, Alexis, que je connais depuis un petit moment, m'a donné une photo, et il ne me l'a pas vendue, tu vois, il m'a donné en me disant, voilà, celle-là, tel jour, je l'ai fait, et j'ai dû apprendre comme ça, et je le remercie d'ailleurs. Et j'espère que comme ça va pouvoir de faire un bouquin, mais j'aimerais bien, toi, qu'il soit un peu marquant, quoi, tu vois. Alors, si tu peux, juste une parenthèse, si tu peux dire à Alexis d'accepter ma demande, parce que je lui ai demandé de passer au micro, et par pudeur, il a décliné. D'accord. Après, c'est vrai que il est assez discret, quoi. Je l'attendais un petit peu, mais bon, j'ai tenté. Ses qualités d'ailleurs, hein, il est discret. Il va avoir des belles histoires à raconter, lui. Par contre, c'est un maraudeur quand il est sur une épreuve. Il baroude pour aller trouver sa photo au bon moment, au bon endroit. C'est tout un métier, mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a quelques bons photographes en trail. Hein. Parce que là, j'ai cité lui, mais tu vois, il y a Frédéric Audou, Cyril Quintard. Il y en a quelques-uns qui mettent en avant, et c'est chouette, les jolies photos de trail. Il m'a tourné vers un de ses confrères justement qui passera. Donc on aura un photographe aussi un jour, un mercredi soir. Ok, super Rémi, merci pour cette présentation. En tout cas, tu le teases super bien, ton bouquin, ça fait envie de l'acheter. En tout cas, moi je vais le précommander, je m'y engage, et on mettra donc le lien dans la description pour après ceux qui le précommandent, je prévois une page de remerciements, et tout le monde a son nom à la fin. Et là, tu vois, j'ai rien à cacher, mais il y a 210 précommandes.
Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'ont précommandé du coup, mais ce qui est assez encourageant avec les précommandes, c'est que ça te donne un peu de force pour pouvoir te dire, tiens, je le fais, je vais jusqu'au bout, parce que toutes les précommandes, finalement, sont suffisantes pour payer, déjà, moi, si je le fais tout seul, pour payer l'impression du bouquin. Donc, c'est quand même énorme. Tu vois, tu te dis, bon, c'est quand même quelque chose. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui passent par des cagnottes en ligne pour pouvoir arriver à faire un projet. Et tu fais cagnotte. Moi, j'y arrive pas trop. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai du mal à mettre une cagnotte en ligne, surtout à cette période, et qui est un peu difficile pour tout le monde. Je me dis, tiens, je l'ai fait précommander. Alors, c'est peut-être la même phase, c'est peut-être finalement la même démarche, mais quelque part, une fois que tu vois que les précommandes augmentent, tu te dis, tiens, c'est bien, les gens ils suivent, même si tu l'as pas encore sorti, quoi. Et derrière, il va falloir assurer. Voilà, exactement. Tu te dis, bon, ouais, au minimum, il faut aller au bout, le faire comme il faut. Après, il y a quand même comment ça s'appelle, un éditeur qui est prêt à, tu vois, qui a joué le jeu, qui m'a contacté et tout. Mais il n'empêche, ça donne un peu de peps de se dire, tiens, il y en a plein qui achètent. Et bon, je pense qu'au moins, entre tout ce qui a été, tout ce que je t'ai dit, là, toutes les petites histoires et toutes les belles photos derrière, bon, ça sera un beau souvenir quand même pour ceux qui aiment le trail. Ouais, voilà. En plus, le trail, comme on l'a dit souvent pendant cette heure qui est déjà passée, je t'avais dit qu'elle passerait très vite. C'est un milieu d'aventure et chacun vit une aventure avec un vécu complètement différent d'une même personne qui aura fait la même course. Et on aime bien en plus raconter toutes ces aventures. Enfin, l'être humain est un conteur. Hein. On aime toujours les histoires. On aime toujours lire des belles histoires, en entendre d'autres. Et ça m'étonne pas en fait que ton bouquin soit un succès, parce que, enfin, un succès en prévision du moins, parce que ça s'annonce super bien, parce qu'on aime bien ça. Donc en tout cas, je te souhaite vraiment que ce projet aille au bout et puis que ça se concrétise comme tu le souhaites. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai que le trail, c'est quand même un terrain de belles anecdotes souvent, parce que c'est vrai que si on l'imaginait pour la route, ça serait peut-être plus difficile, parce que tu as peut-être moins d'histoires qui te reviendraient sur des courses sur route. Tu vois, si je fais la comparaison, parce que moi j'ai couru les deux souvent, et un trail, c'est souvent propice à des petites aventures, parce que c'est souvent assez long, tu sais. Donc quand c'est long et qui t'arrive, c'est souvent difficile. Donc c'est là souvent qu'il t'arrive des choses qui te restent en mémoire, qui te marquent. C'est pour ça souvent que les gens ils aiment bien le trail d'ailleurs, c'est que c'est particulier pour ça. Et c'est vrai qu'il y a des anecdotes qui ressortent, mais il y en a certaines, sans rentrer même dans la course, tu vois, dans le fait d'être acteur, d'être trailer. Il y en a certaines, je m'en rappelle, tu vois, on va le citer, mais le speaker, tu connais Ludo, la voix, comme on dit, The Voice. Et lui, il m'a raconté. Elle n'est pas piquée des hannetons, comme on dit. C'est vraiment, c'est rigolo. Mais alors, je la dis pas parce qu'autrement, mais un truc qui s'est passé en Corse dans une animation, c'était vraiment, elle est chouette. C'est vraiment de l'anecdote pure et dure. Bon bah voilà, ceux qui hésitaient encore à précommander le livre, je crois que c'est bon, ils sont convaincus. Ils veulent savoir ce qu'a dit Ludovic Collet. Super, bah merci beaucoup Rémi. Alors, tu vas être le deuxième à expérimenter cette fin d'émission, parce qu'on a déjà passé les 1 heure. Je vais te poser une série de questions. Ces questions, je précise que tu ne les as pas reçues à l'avance, et l'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, le plus rapidement possible, le plus instinctivement possible. Est-ce que tu veux jouer le jeu? Est-ce que tu te sens d'attaque? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Allez, c'est parti. La personne que tu admires le plus. La personne que j'admire le plus, c'est dur, parce qu'admirer, tu m'as dit vite en plus, que j'admire le plus. C'est dur comme question pour moi, parce que tu vois, j'ai pas de, tu sais comment on dit, allez, Gebrselassie, voilà.
Quand c'est comme ça, faut dire ma femme. Voilà, là, t'es Oui, mais j'ai pas osé parce que admirer, c'est spécial à admirer, quoi. Non. Ouais, j'essaie de rester dans le milieu de la course à pied. Ok. Donc, Guébré, c'est vrai qu'il m'a marqué, Guébré. D'accord. Avec la personne qui incarne le mieux la réussite. Ouais, bah, c'est toujours la question qu'il me pose, que toi, quand tu me poses, alors j'essaie d'aller vite, mais c'est toujours, est-ce que c'est lié au sport ou pas? Je me demande à chaque fois si je réponds sport ou L'autre c'est personne, pas. c'est droit, hein. Bah, la réussite, je sais pas, tiens, allez, Allez, Kylian qui réussit tout. très bien. Encore. Le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu, alors attends, comment c'est le titre? Parce que je l'ai pas loin en plus, comme je retiens pas les titres. C'est merde. Attends, je me rappelle pas le titre. En plus, j'aurais voulu le dire parce qu'il Allez, est chouette. là, tu nous le diras tout à l'heure. Un livre que tu aimerais offrir en premier. Livre que j'aimerais offrir en premier. Ouais, L'étranger de Camus. Ouais, quand même une référence. Quel animal te représente le mieux? Ah là, le lézard, j'ai toujours dit. La salamandre, c'est le truc à la Réunion, le truc qui s'appelle le gecko, c'est un emblème. L'application smartphone que tu utilises le plus. Alors, j'en utilise pas beaucoup, mais celle où je vais, smartphone, ouais, ça va Strava quand même. Malgré tout, parce que je cours, je les mets dessus, donc même si je suis pas accro, mais je mets mes trucs dessus, quoi, dans mes entraînements. L'endroit où tu vas pour te ressourcer. L'endroit où je vais, là, c'est pareil, actuellement, c'est souvent à côté de chez moi, le lac, petit lac qui est campagne, quoi, mais Okay, c'est le plus facile parce que le plus près, quoi. Quel film t'a le plus marqué? Là, il y en a un, parce que je regarde beaucoup. Alors le plus, allez, comme ça, le plus marqué, Orange Mécanique, parce que dans la violence, mais c'est vieux aussi, mais dans la violence, Orange Mécanique. Après, j'adore, tu vois, Tarantino. Alors, il y en a pas mal qui sont chouettes de lui. J'aime bien Kill Bill, tu vois, des trucs. C'est très spécial aussi. C'est toujours un peu violent, mais ça passe, quoi, quand t'es Tarantino. Si tu pouvais inviter n'importe qui à ta table, qui tu choisirais? Une personne. Ah oui, d'accord. Une personne. Qui je choisis? Allez, comme ça, pour des discussions philo un peu. Uber Eats. Tu vois, tu connais Uber Eats, c'est le philosophe astrophysicien. Et quand il parle, j'aime bien. Ou alors Lucchini, c'est. Lucchini. Pour avoir des discussions sans fin. La rencontre la plus marquante que tu as eue? Ah, comme ça, à chaud. Ouais, alors c'est vrai, c'est pareil, ça date depuis un moment, mais quand je bossais à La Réunion, donc ça fait un moment, quotidien de La Réunion, j'ai fait un reportage sportif pour à la sortie du Grand Bleu. Tu sais, le film Le Grand Bleu. Tu connais? Ouais. Ouais. Et du coup, Jacques Mayol est passé à La Réunion à ce moment-là. Ils m'ont demandé d'aller faire son portrait. Et donc, j'ai rencontré Jacques Mayol et j'ai fait le portrait de Jacques Mayol à l'époque. Bon, il est décédé depuis, mais ça m'avait marqué parce que j'étais jeune et aller faire Jacques Mayol comme ça. Il m'avait dit comment il avait trouvé le Grand Bleu. C'était assez hallucinant, quoi. Ok, pas mal. Ton plus grand regret? Là, c'est dur parce que souvent, tu vois, j'essaie d'aller au bout des trucs, de me préparer, d'aller au bout de tout, quoi. Donc, comme on dit, tu sais, j'ai pas trop de regrets, quoi. Le truc, ce serait de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir fait les trucs. Mais non, je m'entête souvent pour arriver au bout de ce que je veux. Donc, tu vois, il n'y a pas de regret. Même, tu peux dire, tu vois, à Barclay, j'aurais bien aimé regret de ne pas être allé au bout du truc. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je fais ce que je peux au moment où je peux, tu vois. Donc, j'ai pas de regret. C'est pas un mot que j'emploie. Non, il n'y a pas de regret, quoi. La mauvaise habitude que tu as et dont tu aimerais te débarrasser? Ouais, c'est dur aussi, ça. C'est pas évident, hein, comme ça. La mauvaise habitude. C'est pas simple. Qu'on le fasse, ce test de questions. Ouais, je sais pas, peut-être des fois, stresser pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, à la fois, c'est vrai que ça fait vivre aussi, parce que c'est du stress souvent bon. Mais ouais, des fois, stresser sur des petits trucs qui, de toute façon, tu sais que tu vas y arriver après derrière. Une fois que c'est passé, c'est passé. Avoir un peu moins de stress, alors est-ce que c'est une mauvaise habitude, tu vois, c'est pas vraiment une mauvaise habitude, mais c'est ce qui me vient comme ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors là, il y a deux choses. Alors, ce que je fais aujourd'hui, alors on va dire pour être précis dans le moment, hein. Alors, il y a deux choses. C'est partage avec les autres. C'est
apprendre à, tu vois, surtout savoir comment ils sont les autres, comment ils pensent et comment ils vivent. Alors, c'est beaucoup de sportifs, évidemment, hein. Là, on est dans la course à pied. Et, mais plutôt, moi, j'aime bien discuter avec les gens pour apprendre à les connaître, plus que finalement, je pense, c'est plus que me mettre en avant. J'aime bien plutôt parler des gens. Et alors, tu vas me dire, c'est journaliste, mais plutôt parler que de me mettre, parce que en ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de gens se mettent en avant. Et finalement, au bout du compte, il n'y a plus trop de contact avec les autres. Tu vois, tu vois, sur les réseaux, par exemple, c'est rare que les gens ils te disent, ah tiens, celui-là, mon copain ou mon voisin, il est fantastique. C'est souvent, moi j'ai fait ça, quoi. Et alors, je sais bien que c'est la base des réseaux, mais peut-être que ça mériterait des fois de parler plus des autres et moins de soi. Enfin, bon, là, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce que tu fais aujourd'hui? Le moins, finalement, alors c'est lié à la période Covid, c'est que là, je l'aurais pas dit il y a un an, mais là, c'est qu'en fait, tu vois, c'est du journalisme, c'est lié aux courses à pied. Aux courses à pied, pour moi, c'est quand même de la compétition, c'est des dossards, des courses, ouais. Et je me rends compte que finalement, c'est pas. Je peux très bien me retrouver sans boulot, quoi, tu vois. Et c'est pas très plaisant parce que tu te dis, finalement, tu fais un boulot qui existe depuis longtemps, 20 ans, et moi je fais depuis 20 ans en Running Man, et tu te dis que finalement, du jour au lendemain, tu peux ne plus exister, ne plus avoir de boulot, alors que tu as toujours eu l'impression que c'était quelque chose d'important, tu vois, quelque chose de. Pour moi, courir, ça a toujours été vital, et les courses ont toujours été importantes. Et ça me plaît pas parce que dans ce que je fais, parce que je me dis que finalement, ça pourrait ne pas être, ne pas exister, quoi, tu vois. C'est un côté, tu vois ce que je veux dire, c'est un côté déplaisant parce que Cette incertitude qui te pèse un petit peu. C'est pas un métier qui a l'air essentiel, quoi, pour reprendre les termes à la mode. C'est pas des métiers essentiels, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis clair, on est nombreux dans ces cas-là, dans ce moment, mais bon, voilà. C'est vrai que l'actualité running, dès qu'il y en a une, tout le monde saute dessus en ce moment, hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui, là, oui, mais là, on l'a vu. Ouais. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Selon mes proches, Tes proches. ouais, mes proches, je pense, ça va être. Alors, il y a deux choses, on va dire, hein, je pense qu'ils perçoivent comme ça, parce qu'on en parle souvent en famille. C'est le côté un peu zen, la zénitude, alors qui ne va pas avec ce que je te dis de stresser sur des trucs, mais bon, ils me ressentent comme ça souvent. Et l'ouverture d'esprit, quoi, toujours à beaucoup écouter, quoi. Alors, Ton plus grand défaut, selon tes proches? Ouais, alors on va dire un peu borné, peut-être, tu vois, un peu têtu, quoi. Et enfin, la dernière chose que tu fais avant de dormir? La toute dernière chose que je fais avant. Alors, quand tu dis avant de dormir, avant d'aller au lit ou quand tu es au lit? Ce que tu veux. Allez, la dernière chose que je fais, c'est toujours. Alors là, c'est pas original, mais je prends serrer la main de ma compagne, de ma femme. Ça marche, c'est beau. Belle fin. Ouais, merci beaucoup, Rémi, parce que c'est pas simple, hein, ce questionnaire. C'est vrai que tout de suite, il faut avoir une réponse. C'est vraiment pas simple du tout. Merci d'avoir joué le jeu. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais, tout ce que tu partages sur Internet? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, au niveau professionnel, c'est un peu le calme plat, on va dire. Comme je te disais, il n'y a pas encore de course et ça va repartir sûrement en février, si j'ai bien compris, tu vois. Donc ça, c'est runningmag.fr, le site internet, runningmag.fr. Donc là, je viens de mettre les calendriers à jour de 2021, en espérant qu'ils servent à quelque chose, les calendriers. Et autrement, c'est sur mes pages, tu sais, sur les réseaux sociaux, un peu comme j'ai ma page Rémi Gégard perso. Je mets pas mal de bricoles. Alors, c'est souvent des trucs plus rigolos, décalés qu'autre chose. J'essaie de pas trop me prendre au sérieux, donc c'est vrai que ça va. À la fois, c'est rigolo, à la fois, c'est sérieux, à la fois, c'est poétique, mais je mélange un peu tout. Et moi, j'aime bien. C'est ma page perso. Et puis après, tu as la page aussi de Running Mag sur Facebook. Et pareil sur Instagram. Et puis voilà, quoi. Groupe aussi Facebook Esprit Trail? Pardon? Groupe Facebook Esprit Trail aussi? Non, c'est du trail et puis c'est tout. Ah oui, tu le vois, tu l'as dit. Ouais, du trail et puis c'est tout. Ouais. Moi, ça, je l'avais fait. Ouais. Je l'avais fait plus
plus côté, mais il y a un petit moment, tu sais, pour essayer de parler une page qu'avec du trail. Mais bon, elle devrait, tu vois, elle devrait marcher un peu plus. J'aurais m'en occuper plus. Là, c'est vraiment, c'est un peu dommage. C'est un peu le truc qui est dur dans les réseaux, c'est que ça part souvent dans beaucoup de sens. Et il y a tellement de choses que bon, voilà, quoi. C'est dur de tout s'occuper comme il faut. C'est presque un boulot à plein temps. Ouais, exactement. 100%, voilà. Et puis il y a aussi évidemment ton bouquin qu'on peut précommander et dont je mettrai évidemment tous les liens. Donc je mettrai les liens dans la description pour les personnes qui veulent suivre Rémi et ses aventures pour 2021. Écoute Rémi, merci encore une fois d'avoir participé à cette émission du mercredi soir. Je t'avais prévenu avant que cette émission passait très très vite. On a dépassé l'heure 1h20. Fleur, qui est une des fidèles de l'émission, nous souligne que le nouvel horaire des fins de live, ce sera 22h dorénavant. On ne sait pas, ça dépend des... Presque. Voilà. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à tout le monde encore une fois d'avoir été très présent et d'avoir participé dans l'espace commentaire. C'était encore un chouette mercredi, un bel invité, donc merci beaucoup Rémi d'avoir participé. Merci à vous, merci à toi. Pour la prochaine, ce sera lundi prochain et ce sera avec Éric Lacroix. Donc, merci à tous. Ouais, je connais très bien. Un Réunionnais. Voilà, tout à fait. Merci Rémi, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.